La première, 13h15, 14h30. un jour dans l'histoire. Nous sommes à présent à l'époque coloniale au Maroc. Bousbir est connu bien au-delà du pays comme la plus grande maison close à ciel ouvert au monde. Le quartier a été construit en 1923 sur ordre de l'administration française qui a souhaité que l'architecture en soit soignée. Pour parler de cette histoire des lieux, Joanne Ducé reçoit Jean-François Stadzac, professeur au département de géographie de l'Université de Genève et co-auteur avec Raphaël Pieroni du livre Quartier réservé, Bousbir, Casablanca, qui est paru chez Georges Éditeur. Construit en 1922, au moment où Lyautey planifie l'édification des villes modernes du pays, Bousbir est né de la volonté des autorités de lutter contre la propagation des maladies vénériennes en raison du développement de la prostitution. Comment est né le projet de Bousbir ? Ah, ça c'est un mystère, parce que c'est le genre d'archives qui ne se conservent pas, et puis en plus, beaucoup des archives de l'époque ont été perdues au moment de la décolonisation. Mon hypothèse, c'est que ça a été décidé au plus haut niveau de l'administration du protectorat, et donc je pense que le maréchal Lyautey lui-même était soit au courant, soit à l'initiative du projet, dès la fin des années 1910. Et puis ensuite, le projet s'est mis en place dans les années 1920, au tout début des années 1920, avec les services urbains de Casablanca et avec les architectes de Casablanca. C'est sûr que les autorités médicales, les autorités de la police étaient aussi partie prenante dans l'affaire, parce qu'il y avait un enjeu d'hygiène et puis il y avait un enjeu de sécurité publique. Alors, la mise en place de ce quartier, elle suivait plusieurs buts. Il y avait déjà l'idée que Casablanca, c'était la vitrine de l'Empire français. C'était là où on construisait vraiment la ville coloniale idéale, avec cette invention de l'urbanisme, de l'architecture, de la modernité, et que donc y ait de l'activité prostitutionnelle qui grouille dans les rues autour du port, ça faisait mauvais effet. Il fallait nettoyer la vitrine de l'Empire. Et puis il y avait aussi un problème sur les maladies vénériennes. Et ça, au 19e siècle, c'est très important. Les maladies vénériennes sont vraiment un problème de santé publique, et puis les travailleuses du sexe étaient réputées être des foyers de diffusion de ces maladies vénériennes. On ne mettait pas la faute sur les clients, qui avaient eux aussi des maladies vénériennes, mais évidemment sur les travailleuses du sexe. Et ces maladies vénériennes étaient d'autant plus un problème que parmi leurs clients, il y avait les soldats. Et qu'un soldat qui a une maladie vénérienne, c'est un soldat qui ne peut pas aller se battre. Donc il y avait vraiment un problème politique à assurer la bonne santé des troupes coloniales. Et donc l'idée, c'est qu'il fallait débarrasser le paysage urbain de Casablanca de la prostitution de rue, mais il fallait aussi la contrôler pour que on soit sûr que ces femmes ne contaminent pas les troupes coloniales, et les mettre dans un quartier fermé d'où elles ne pouvaient pas trop sortir, en les obligeant tous les jours à aller voir les médecins dans le dispensaire pour vérifier qu'elles étaient en bonne santé. Et puis si elles ne l'étaient pas, on les enfermait au dispensaire une semaine pour les traiter. C'était une façon de faire que ces maladies ne se répandent pas dans la troupe. Et puis pour finir, il y avait aussi une dimension morale, c'est-à-dire que si on comprenait bien que la prostitution était nécessaire pour les troupes, alors je mets tous les guillemets d'usage, ça ne se voit pas trop à la radio, c'était un mal nécessaire, on ne considérait pas que c'était une bonne chose, on savait bien que moralement ça posait un problème, que c'était aussi un lieu, un foyer d'agitation, un foyer pour la pègre, pour les voyous, et donc il y avait l'idée qu'il fallait contrôler ce foyer, et puis même le dissimuler, parce qu'il y avait les risques de contagion morale, pas seulement de contagion physique, mais de contagion morale. Si vous vous promenez dans la rue avec votre fille qui a 15 ans, puis qu'il y a une dame en train de se prostituer, vous êtes bien embarrassé de lui expliquer ce qui se passe, et puis peut-être ça va lui donner des idées. Et donc il y avait cette nécessité de cacher en fait la prostitution et de la contrôler, et c'était un peu ça le projet de Bousbir. Casablanca est une ville toute neuve. Son quartier réservé se devait donc d'être lui aussi quelque chose de neuf, d'extra-moderne. Police Magazine, 6 juin 1937. Comment le lieu a-t-il été choisi ?
Alors, ça non plus, comme il n'y a pas d'archives, on ne le sait pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a choisi un lieu qui était vraiment à la périphérie de Casablanca, vraiment en dehors de la ville, au-delà du front d'urbanisation, pour être sûr que ce lieu ne soit pas visible et pour isoler ce foyer d'infection physique, morale et politique du reste de la ville. On l'a mis près d'un axe de transport important, qui est la route qui va de Casablanca à Marrakech, et sur un terrain disponible, parce qu'il fallait quand même une grosse superficie. Et qui sera chargé de la conception ? Alors la conception va être confiée à un architecte qui s'appelle Edmond Brion. Alors Brion et Cadet ont à Casablanca le plus gros cabinet d'architectes. C'est eux qui ont vraiment les gros contrats de la construction coloniale, mais ils construisent aussi des villas, ils construisent aussi des bâtiments privés, des immeubles. Et donc c'est tout à fait normal qu'on leur propose de fabriquer ce quartier. Et c'est Edmond Brion en particulier qui va travailler sur la fabrication de ce quartier. Et c'est une réalisation architecturale vraiment spectaculaire, parce que le quartier fait 150 mètres sur 120, il comprend 52 bâtiments, et donc c'est l'échelle d'une petite ville. Un gros projet qui est mis en place. Donc ça, c'est pour la dimension architecturale de sa réalisation, mais il y a aussi la dimension financière de la réalisation. Et pour ça, il y a une société qui va être créée, une société privée qui s'appelle la Cressonnière, qui est créée par des notables casablancais, français bien sûr, à qui on va confier l'exploitation de Bousbir. Alors c'est pas eux directement qui vont tirer leurs revenus de la prostitution, mais ce qui va se passer, c'est que les femmes qui travaillent à Bousbir vont verser une partie de leurs revenus comme un loyer à la patronne qui dirige la maison dans laquelle elle travaille, et que ces patronnes vont reverser ces loyers à la Cressonnière. Et donc la Cressonnière tire de très bons revenus de ces loyers, dont elle reverse une partie à la ville de Casablanca, parce que le terrain appartenait à la ville de Casablanca, qui le loue avec un bail de 75 ans à la Cressonnière. Et donc ça veut dire que indirectement, non seulement la Cressonnière, mais également la ville de Casablanca va tirer une partie de ses revenus de la prostitution. Comment est la construction de ce lieu ? C'est un petit peu paradoxal, parce que aujourd'hui, si vous vous promenez dans le quartier de Bousbir, et puis même à l'époque, à la fin des années 20, vous pourriez croire que vous êtes dans un quartier un peu traditionnel, un peu ancien de Casablanca, parce que ça ressemble à une ville arabe, ça ressemble à une médina. Et c'est ça la caractéristique de l'architecture néo-mauresque, c'est pour des architectes occidentaux reprendre certains éléments de l'architecture traditionnelle. Et donc, vous allez y trouver des fontaines à l'extérieur, vous allez y trouver des arches, et puis des arches qui sont un peu pincées, comme dans les villes arabes. Vous allez y trouver des éliges, c'est-à-dire des mosaïques de carreaux sur les fontaines. Vous allez y trouver des passages étroits, vous allez y trouver des sortes de minarets, vous allez y trouver des petites places, vous allez y trouver des toits couverts de tuiles vertes. Vous voyez ce paysage un peu archétypal de la Médina ou de la ville arabe. Donc, ça ressemble à ça, parce que les architectes voulaient que Bousbir soit conforme à l'imaginaire orientaliste. Donc Bousbir ressemble un peu à un décor de cinéma ou au palais des Mille et une nuits, tel que vous pouvez l'imaginer. Mais le quartier était fermé, parce qu'il fallait quand même qu'il soit dissimulé. Donc le quartier est fermé par un mur, il y a une seule porte. Donc de l'extérieur, vous ne voyez rien. Et c'est quand vous franchissez cette porte, quand vous entrez dans Bousbir, que vous vous retrouvez dans ce rêve orientaliste. Très réussi sur le plan architectural, c'est vraiment une prouesse. Non seulement à cause de l'ampleur et puis de la rigueur de sa conception, mais aussi parce que, en termes d'orientalisme, ce n'est pas un délire décoratif. C'est-à-dire, il y a des bâtiments vraiment en Europe au 19e siècle, en Algérie à la fin du 19e siècle, et puis même au Maroc au début des années 1920, où on va très loin dans le pastiche et dans le décor, alors que Bousbir reste assez sobre en la matière. C'est beaucoup un jeu sur les volumes, c'est beaucoup un jeu sur la lumière et sur la couleur. Il y a aussi une certaine modernité dans Bousbir, modernité qu'on retrouve aussi dans le plan de Bousbir, qui n'est pas du tout le plan d'une Médina, mais qui est un plan en grille, en quelque sorte, parce que il fallait aussi respecter des impératifs d'hygiène pour la circulation de l'air et de sécurité, au cas où il y a un problème qui se pose. Donc si vous avez un œil très attentif, vous verrez des traces de modernité à Bousbir, et si vous regardez rapidement, vous pouvez croire que vous êtes dans une vieille Médina. Ceux qui ont fait ça n'ont pas loupé leur commande. Le légionnaire Bécard, au journaliste de Police Magazine.
Quand est-ce que le quartier va ouvrir ses portes ? Le quartier ouvre en 1923, le 1er avril 1923, assez discrètement, hein, parce que c'est mentionné dans la presse, mais il ne semble pas qu'il y ait eu d'inauguration officielle, hein, pour des raisons qu'on peut comprendre. Et il est organisé en 2 parties ? Alors, il était prévu que le quartier soit en 3 parties. Et la 3e partie ne sera jamais construite, vous allez vite comprendre pourquoi. Il y avait l'idée qu'au sein du quartier de Bousbir, on allait retrouver la ségrégation raciale qui prévalait à l'échelle de Casablanca. Et donc il y avait une partie du quartier dans lequel on devait trouver les prostituées maures ou mauresques, c'est-à-dire marocaines. Celui-là a été construit. Une autre partie de Bousbir, un autre quartier qui est en bas de celui-ci, qui était destiné aux prostituées juive, celui-ci a également été construit, et puis une 3e partie du quartier qui n'a jamais été construite et qui était destinée aux travailleuses du sexe européennes. Donc pour finir, il n'y a eu que 2 parties, et puis à la vérité très peu de travailleuses du sexe juives, de l'ordre de 5 ou 10% selon les moments. L'essentiel des travailleuses du sexe qui vivaient à Bousbir étaient mauresques, comme on disait, hein, et venaient de la région de Casablanca et puis d'un peu plus loin, du Maroc. C'était quoi, une ville dans la ville ? C'était une ville dans la ville, parce que la taille de ce lieu en faisait vraiment plus qu'un quartier. Selon les moments, il y avait entre 400 et 800 travailleuses du sexe qui travaillaient et qui vivaient à Bousbir. Et puis il y avait une 50aine de boutiques, des coiffeurs, des marchands de charbon, des marchands de parfums, des marchands de légumes, des marchands aussi destinés aux touristes qui étaient là. Et donc il y avait aussi une population qui vivait à Bousbir et qui vivait bien sûr des revenus de la prostitution, mais indirectement. Et puis il y avait aussi les clients qui étaient là le soir, qui parfois passaient la nuit à Bousbir. Donc au total, la population de Bousbir, c'était plusieurs milliers de personnes, hein. C'était peut-être entre 3 et 6 000 personnes, et un quartier qui était autonome, puisqu'on y trouvait effectivement le cinéma,